sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, je reviens sur un féminicide qui a donné lieu à une minute de silence en mémoire de son auteur, le féminicide de Carine Albert. Nous sommes le 17 novembre 2008. Nicolas Sarkozy est président depuis plus d'1 an et l'Assemblée nationale est dominée par son parti politique, l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP. Parmi ses députés de droite se trouve Jean-Marie Demange. Il est élu de Moselle et ce jour-là, il a mis fin à ses jours. Une minute de silence est respectée dans l'hémicycle. Jean-Marie Demange s'est suicidé, oui, mais il a aussi ôté la vie d'une femme, Carine Albert. Il entretenait une liaison avec elle depuis plusieurs années. Pour elle, aucun hommage, aucune pensée, aucune prise de parole. Pourtant, son meurtre a été commis devant témoins. Le jour même, Jean-Marie Demange l'a roué de coups sur le balcon de l'appartement qu'il louait à Thionville. Il l'a ensuite achevé de 2 balles de pistolet avant de retourner l'arme contre lui. Dans les médias, son acte est présenté comme un crime passionnel, un geste de désespoir. Lui qui venait de perdre l'élection municipale de Thionville et l'amour de sa vie. Car Carine souhaitait le quitter pour un autre. Jean-Marie Demange a pourtant bien commis ce qu'on appelle aujourd'hui, 17 ans plus tard, un féminicide. Comment, à l'époque, a-t-on pu passer à côté de cette réalité ? Comment redonner un sens aux faits ? La voix du crime de cet épisode, c'est Sophie Loubière. Elle est journaliste et romancière et elle a enquêté sur le féminicide de Carine Albert. Elle en a fait un livre, Une minute de silence, publié aux éditions Darkside en avril 2025. Bonjour Sophie Loubière. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a décidé, 17 ans après les faits, à vous intéresser à ce féminicide spécifiquement ? Pourquoi cette affaire ? Tout dans cette affaire va me happer. D'abord le prestige et le statut social du meurtrier. C'est le maire, l'ancien maire d'une commune en Moselle. C'est également un député qui est vraiment en place et très opérationnel, très très connu dans son groupe politique, l'UMP. C'est aussi l'exposition publique de son crime, la brutalité du geste, l'usage d'une arme à feu, puisque une balle va être tirée à bout touchant dans la tête de la victime, Carine Albert. C'est aussi le fait que un suicide se mêle à un crime, que le sang de l'assassin et celui de la victime ne font qu'un. J'y vois aussi dans ce crime d'un homme politique la quintessence de l'abus de pouvoir et l'incarnation d'une figure tutélaire du patriarcat, celle donc de l'homme politique. Et vous, comment vous découvrez cette affaire ? Comment vous en venez à vous y intéresser ? C'est le hasard d'une rencontre. Je fais régulièrement des ateliers d'écriture un peu partout en France et j'avais l'occasion de faire une intervention dans un établissement scolaire proche de Thionville. En passant dans la ville avec les 2 enseignantes qui me recevaient, eh bien l'une d'elles me fait part de ce fait divers. Et elle me désigne la rue des Pyramides, où l'assassinat a eu lieu. Et la façon qu'elle a eu de résumer la situation de façon presque légère, en disant « Tiens, c'est dans cette rue que l'ancien maire de Thionville a assassiné sa maîtresse ». Ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit « Mais comment est-ce qu'on peut en arriver finalement à réduire un féminicide à une petite phrase lâchée comme ça dans la voiture en passant devant une rue ?» Donc ça m'a touchée, puis surtout le fait que l'affaire se déroule à la vue et au vu et au su de tout le monde, puisque Jean-Marie Demange va donc assassiner sa maîtresse sur un balcon au 2e étage d'un petit immeuble qui fait face à une grande résidence. Donc on est à peu près une dizaine de mètres de personnes qui vont venir à leur balcon alertées par les cris. Cet homme, on l'a dit, il s'appelle Jean-Marie Demange. Il vient de perdre les élections municipales à Thionville.
Au-delà de ça, qui est-il ? Qu'est-ce que vous apprenez sur son parcours ? Jean-Marie Demange, c'est un enfant né durant la Deuxième Guerre mondiale. Son père est un grand résistant. Avec son épouse, ils ont quitté la région pour entrer dans le maquis. Et donc, ils sont dans le sud. Et c'est à Toulouse que va naître ce bébé prématuré qui aura bien du mal à se faire une place auprès de ses camarades de classe. Il est petit, il a un problème de vision au niveau d'un œil, il est bègue. C'est un enfant prématuré qui va être couvé et surprotégé par sa maman et qui va grandir au sein d'une fratrie. Donc, ils sont 3 garçons et c'est l'enfant du milieu. Et pour vous, justement, qu'est-ce que ça veut dire, cette enfance ? Comment sa personnalité a évolué ensuite ? Je le considère un peu comme le vilain petit canard, c'est-à-dire qu'il va subir à la fois le poids de l'éducation, tantôt rassurante et très affectueuse d'une maman, et puis un père autoritaire qui attend beaucoup de choses de ses fils, et notamment de Jean-Marie. C'est un père prestigieux, je vous l'ai dit, c'est une grande figure de la résistance. C'est également un maire, lui aussi, puisqu'il est le maire de Mézières-les-Messes, à côté de Thionville, donc une ville plus petite que Thionville, qui est quand même un chef-lieu très important. Il y a toujours une attente de la part de ce père vis-à-vis de cet enfant qui se rêve instituteur. Mais non, mon fils, j'ai été infirmier militaire, tu seras médecin. Un fils qui va donc se tourner vers des études de médecine sans les aimer, sans chercher à briller, qui va embrasser la carrière d'angiologue. C'est un homme qui aime beaucoup la nature, qui est passionné par la pêche. Alors c'est un homme qu'on va souvent décrire comme un type de droite qui débarque dans une ville qui a le cœur à gauche depuis un certain temps, par une tradition ouvrière dans ce secteur, qui est un secteur frappé par la crise sidérurgique. Et c'est aussi un bâtisseur. Il a à cœur de faire de Thionville une très belle ville, donc il va décider de refaire tout le centre-ville. Lorsqu'on arrive pour son premier mandat, les 5 premières années sont très importantes. Ça va être le cas pour Jean-Marie Demange. Son premier mandat va très bien se passer. En revanche, le second, il est réélu au premier tour, mais les choses vont se corser. Ça va devenir plus difficile pour lui, puisque prenant confiance en lui, de par le fait qu'il a gagné les élections pour la 2e fois, conforté dans son rôle de maire, de député, mais aussi conforté dans son rôle d'homme par cette femme qui vient d'entrer dans sa vie, Karine Albert, eh bien, il va devenir plus dur, plus exigeant. Et le surnom qu'on lui donne à cette époque, c'est « selon ma volonté ». Je crois que ça en dit beaucoup sur la personnalité de Jean-Marie Demange, quelque temps avant qu'il passe à l'acte. Et justement, avec Karine Albert, vous le disiez, ils se sont rencontrés au cours d'un de ses mandats de maire. Comment ils se sont rencontrés ? Karine Albert était restauratrice, elle tenait un établissement avec son mari, ils se séparent et quelque temps après le divorce, donc il vient déjeuner dans ce restaurant où il allait déjà régulièrement. Il a bien entendu remarqué la beauté de Karine Albert, c'est une femme qui est vraiment très très belle et qui a en plus une douceur naturelle, de l'empathie qu'elle va distribuer à tous les gens qui l'entourent. Que ce soit les témoignages de ses enfants, de ses amis proches, de sa famille ou de ses employés, elle est vraiment décrite comme une femme douce, généreuse et qui vient toujours vers vous, qui tente toujours de vous aider. Elle a aussi de l'humour. Et Jean-Marie Demange est quelqu'un qui manie assez facilement l'ironie. Il sait qu'elle a des difficultés à tenir toute seule son établissement. Il va très tôt lui faire des propositions financières pour l'aider, déjà tout simplement au niveau de la mairie. Et puis c'est le coup de foudre entre cet homme de plus de 60 ans et cette femme de 40 ans. C'est la rencontre qui va tout changer, et pour lui, et pour elle. Cette rencontre, elle va tout changer parce qu'ils vont décider de se mettre en couple et de vivre quasiment ensemble, alors même que Jean-Marie Demange est marié et que Karine Albert a des enfants. Comment ils s'y prennent ? Karine Albert va quitter son appartement. Jean-Marie Demange donc va lui trouver cet appartement rue des Pyramides qui est très grand, dans lequel chacun des enfants a leur chambre. Et c'est un couple illicite, évidemment, puisque Jean-Marie Demange est marié. Il est marié à Christiane,
qui elle habite à Mézières-les-Messes, la ville dont son père est le maire, et où habitent ses autres frères. C'est une famille très liée, une famille phagocytée, qui est comme la plupart des familles traditionnelles, très chrétiennes et patriarcales. On serre les liens, c'est un clan, et ce clan habite là-bas. Mais donc cette relation entre Karine Albert et Jean-Marie Demange était connue de tous, ils la vivaient au grand jour ? Oui, ils ne se cachaient pas. Christiane Demange était évidemment une des premières personnes à en être informée. La femme de Jean-Marie Demange. La femme de Jean-Marie Demange. Mais elle s'en accommodait. D'après les témoignages des personnes proches, elle préférait finalement le voir heureux avec cette femme que malheureux dans leur couple. C'est un couple qui s'étiolait depuis des années, du fait que Christiane est une personne qui souffrait de pathologies mentales, notamment d'une dépendance à l'alcool, qui avait besoin régulièrement d'être hospitalisée, de faire des séjours en psychiatrie. C'était une famille très lourde, et leur fils qui également très tôt, trop tôt, comme pas mal de jeunes dans la région, ont eu accès à certaines drogues et qui, dès l'adolescence, s'est avéré souffrir de schizophrénie. Le choix de Jean-Marie Demange a été de rester dans cette famille, de rester l'époux de Christiane et de vivre sa relation, cette véritable histoire d'amour avec Karine. Et Karine Albert va même devenir sa collaboratrice à l'Assemblée nationale. Oui, lorsqu'elle elle arrête son activité au restaurant, il lui propose donc un job qui sera d'être son assistante, de gérer des dossiers au niveau de Thionville. Elle n'est pas sur Paris, mais il s'y rend de temps en temps, et ce sont des moments d'escapade aussi amoureuses. Jean-Marie Demange est donc député, on l'a dit, et le jour des faits, le jour de sa mort et du meurtre de Karine Albert, il y a 1 minute de silence qui va être observée à l'Assemblée nationale, d'où le titre de votre livre. Et cette minute de silence, elle est un hommage à Jean-Marie Demange, une décision qui peut paraître aujourd'hui en fait hallucinante. Quelles explications sont données par la présidente de l'Assemblée ? Danielle Hoffmann-Rispal, qui est députée PS de la 6e circonscription de Paris et vice-présidente de séance ce jour-là. Elle aurait reçu une note de 3 lignes concernant le décès de Jean-Marie Demange peu après l'ouverture de séance. J'ai agi dans l'immédiateté, voilà ce qu'elle va déclarer à l'Est républicain le 20 novembre 2008. Je savais seulement qu'il s'était suicidé et qu'il y avait une autre personne tuée. Était-ce une volonté de dissimuler la vérité de la part du groupe UMP ? C'est tout à fait possible. Ou une manipulation donc de l'élu PS ? En tout cas, il faut savoir qu'il est d'usage, lorsqu'un député encore en fonction décède, de l'honorer d'une minute de silence. La présidente de séance à ce poste donc depuis environ 1 mois, en plus, n'est pas forcément très à même de faire face à la situation. Donc elle applique le protocole. Dans la temporalité, ce qu'on sait, c'est que dès 13h, la chaîne nationale iTélé interviewait en direct Dominique Paillet, le porte-parole du parti présidentiel, et plusieurs sites de médias nationaux relayaient déjà l'affaire. Donc on a de nombreuses personnalités politiques qui avaient fait part à la presse de leur réaction à chaud, dont Bernard Accoyer, le président UMP de l'Assemblée, que suppléait Danielle Hoffmann-Rispal ce jour-là. Donc on a quand même du mal à comprendre comment il est possible que cet homme n'ait pas passé un coup de fil à sa suppléante. Il y a eu pas mal de réactions, évidemment, à l'époque, à cette minute de silence totalement scandaleuse, puisque c'est comme si on tuait 2 fois Karine Albert. Une fois par arme à feu et une seconde fois par le mépris de la République. Et on s'est beaucoup étonné, d'ailleurs, du silence du président à l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. Et même la vice-présidente de l'Assemblée, elle dira plus tard « Si j'avais eu connaissance des éléments, je ne sais pas si ma décision aurait été différente ». Oui, c'est bien la preuve qu'on est dans une époque où on n'imagine pas encore ce que peut être un acte aussi insupportable. On est encore dans l'idée qu'on est dans un crime passionnel. C'est-à-dire qu'un homme peut tuer une femme parce qu'il l'aime ou parce qu'il est tellement épris d'elle que ses émotions le dépassent et qu'il commet l'irréparable. C'est toute une imprégnation d'une culture à la fois romanesque aussi, puisque dans la littérature, on retrouve beaucoup cette dramaturgie, mais on l'a aussi dans les discours masculinistes aujourd'hui, l'idée qu'une femme appartient à son compagnon, et donc à partir du moment où il la possède, c'est un objet, et de cet objet, il fait ce qu'il veut.
Pendant votre promo, vous avez fait la rencontre d'un journaliste de France 3 qui lui-même vous a dit avoir maltraité cette affaire à l'époque. Oui, il a pris conscience de cette situation incroyable à laquelle il avait été confronté, lui, à l'époque, donc il y a 17 ans. Il présente le journal de 19h. Il est informé du décès de Jean-Marie Demange et de l'assassinat de sa maîtresse. Et finalement, il ne réagit pas lorsqu'il ouvre son journal en utilisant des termes qui sont proches de l'évocation du crime passionnel. Et surtout, le journal ouvre avec un hommage au député. Et à aucun moment, il n'est question de Karine Albert. Et lorsqu'il me reçoit pour parler de ce livre, il est totalement sidéré par le fait qu'il n'était absolument pas conscient à l'époque de ce qu'il faisait. Et c'est d'autant plus intéressant puisqu'aujourd'hui, il me disait que si le même événement se reproduisait, évidemment qu'il n'aurait pas du tout ouvert son journal de cette façon. Il n'y aurait pas eu un hommage immédiat pour le député. Il y aura d'ailleurs pas mal de livres d'or qui vont être ouverts dans diverses associations auxquelles adhérait ou que présidait Jean-Marie Demange, qui très vite vont être refermés parce que ouverts un peu rapidement pour recueillir des propos de compassion qui soudain semblaient un peu déplacés. Donc d'un côté, on a cette couverture médiatique de la personne de Jean-Marie Demange. Et concernant Karine Albert, est-ce qu'on trouve des articles, des productions médiatiques ? Très peu. Comme dans la plupart des affaires de féminicide, la victime est totalement effacée. Elle est assez peu documentée. On va trouver 3 articles de presse et surtout peu de personnes pour parler de Karine, en dehors de sa maman et d'une amie. Alors que j'imagine qu'elle évidemment, elle avait une famille beaucoup plus large et beaucoup d'amis. Après la parution du livre, j'ai eu justement beaucoup de témoignages la concernant de personnes qui avaient à cœur de me parler d'elle et de me décrire la personnalité généreuse qu'était Karine. Il y aura dans Paris Match une photo qui me bouleverse encore quand je la vois, parce que cette photo, ça pourrait être une actrice de cinéma. Elle était mais vraiment d'une beauté flamboyante. Elle ressemble à quoi, Karine Albert ? Karine Albert, elle ressemble un peu à, je dirais peut-être à Juliette Binoche. C'est une brune avec de très jolis yeux. Elle a un sourire, elle est solaire. Voilà, c'est une femme très belle, très solaire. En même temps, est-ce qu'une photo suffit pour raconter la vie d'une femme fauchée comme ça à 45 ans? Non. Il y a toute sa vie, tout son parcours, tout ce qu'elle a toujours apporté aux gens autour d'elle et tout ce qu'elle apportait à Jean-Marie Demange. Puisque ce qui est compliqué pour lui à gérer, c'est de perdre cette femme qui l'équilibrait, qui le faisait grandir, entre guillemets. C'était quelqu'un qui avait besoin en permanence d'être rassuré sur sa place dans la société. Et le fait d'être député, d'être maire, d'être président de différentes associations, d'avoir différentes responsabilités ne suffisait jamais. Le fait d'être aimé par cette femme, en revanche, lui apportait beaucoup. Il était d'ailleurs dans l'illusion d'avoir une véritable famille. Il essayait, autant que faire se peut, de s'approcher des enfants, mais il était très maladroit dans ses rapports avec eux. N'ayant lui-même pas reçu d'affection du tout de côté de son père, il ne savait pas comment s'y prendre. Enfin, il y avait cette affection évidemment naturelle d'un père pour son fils en public. C'est bien, tu as bien travaillé, va dans ta chambre. Mais bon, c'est pas jamais son père lui a dit je t'aime, jamais il l'a pris sur ses genoux. Enfin, c'était plutôt des corrections au ceinturon s'il n'y filait pas droit. Et donc Jean-Marie Demange essaye maladroitement de gâter les enfants, leur fait des cadeaux, mais il est dur. Il a une façon de s'adresser à eux qui leur hérisse le poil. Et Alexandra, sa fille, avec laquelle j'ai eu la fille de Karine, avec laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir après le livre, me livrait que par moments, Jean-Marie Demange lui faisait peur, tellement il était dur et autoritaire avec eux. Donc il s'est vraiment projeté dans cette famille. Pour lui, le fait que la relation s'arrête, c'était la perte du repère principal. C'est comme s'il perdait à la fois sa femme, la mère de ses enfants, CES, auquel il était tellement attaché et finalement peut-être sa seule raison d'être.
Et avec ce livre, vous redonnez donc son humanité à Karine Albert, mais vous avez aussi refait un peu l'enquête, parce que vous êtes aperçu que l'enquête de police, elle a été un peu bâclée, c'est ce que vous dites, notamment sur l'autopsie de Jean-Marie Demange. On sait qu'au commissariat de police de Thionville, le président Sarkozy posait souvent des questions, demandait des nouvelles et demandait à ce que l'affaire aille le plus vite possible. Le procureur de la République s'est, lui, astreint à également renseigner le plus rapidement possible la scène de crime, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et bon, les choses étaient évidentes, puisque le mis en cause s'étant suicidé. De toute façon, il y avait extinction de l'action de justice. Donc on s'arrêtait juste au constat. Et l'autopsie a révélé la présence, évidemment, de 2 substances dans le sang de Jean-Marie Demange, qui étaient à la fois des anxiolytiques et puis un excitant, enfin un produit qui lui permettait de contrecarrer les effets d'un somnifère. En revanche, on n'a pas cherché dans son sang une substance qui, normalement, aurait dû s'y trouver. Il faut savoir que Jean-Marie Demange s'automédiquait. Étant médecin, il était médecin, il était médecin, ouais, parce qu'il était quasiment en permanence dépressif. Donc pour soigner cet état qui était causé à la fois par cette dualité, ce couple qu'il vivait avec Karine, qui le rendait heureux, et en même temps l'impossibilité qu'il avait de quitter Christiane et son fils pour rester auprès d'eux. En fait, il le vivait très mal, cette situation. Et il savait que Karine, un jour ou l'autre, allait le quitter pour cette raison, parce qu'il ne l'épousait pas. Donc il va se prescrire 3 comprimés de Déroxate. C'est 20 mg par jour, c'est la dose maximale pour tenter de trouver le sommeil. Il va prendre 10 à 30 mg de Stilnox le soir. C'est vraiment un traitement lourd, avec des effets secondaires notoires. Chez certains sujets, le Stilnox peut entraîner une altération de l'état de conscience, des troubles du comportement, une aggravation de l'insomnie. Comme lui, il ne dort plus. Beaucoup d'agitation, de nervosité, de colère. C'est l'état permanent Jean-Marie Demange, tel qu'il est décrit largement par son entourage, mais aussi des idées délirantes, comme parfois Jean-Marie Demange va en avoir en évoquant l'idée de tuer ses ennemis politiques par exemple. Et puis aussi des symptômes de type psychotique, des délires paranoïaques. Ces traitements qu'il prend tout le temps, depuis des années évidemment, vont avoir un impact fort et sur son comportement avec autrui, et évidemment sur ce qui va se passer dans cet appartement. Et tout cela, évidemment, est associé au fait qu'il a déjà une personnalité assez autoritaire, d'après les témoignages que vous avez recueillis. Et puis, il va perdre aussi la mairie de Thionville en juin 2008. Et pour vous, c'est un élément important dans l'histoire. Oui, la perte de la mairie, c'est le basculement. Pour lui, être maire était beaucoup plus important symboliquement qu'être député. Pourquoi ? Parce que son père, lui, était maire. Il faut savoir que lorsque Jean-Marie Demange obtient la mairie de Thionville, son père perd la mairie de Mézières-les-Messes. Donc le jour où il doit être finalement le plus heureux des hommes et enfin pouvoir s'affirmer devant son père en disant « Papa, tu peux être fier de moi », eh bien son père, ce jour-là, vit le pire jour de sa vie. Il perd la mairie de Mézières, dont il était le maire depuis une bonne 30aine d'années, et il va même en faire un malaise cardiaque. Donc Jean-Marie Demange est très vite dans l'angoisse de perdre aussi son père, puisque sa mère est décédée quelques années auparavant. Donc il y a une aversion fatale aussi qui va lui revenir comme un boomerang lorsqu'en 2008, à son tour, il perd les élections de Thionville. Et il va les perdre pour les mêmes raisons que son père. C'est-à-dire qu'à un moment, il a pris pour ennemi un des membres du conseil municipal d'opposition, et ses joutes verbales vont le mener à la dérive politique. C'est quelqu'un qui ne supporte plus la contradiction et qui pense qu'il n'a pas à faire ses preuves auprès des Thionvillois et des Thionvilloises. Donc il ne fera pas campagne. Et surtout, on ne va pas l'encourager à faire campagne. Et il est tellement sûr de lui, de par l'amour que Karine lui apporte et l'idée qu'il est capable finalement d'avoir une vie de famille entre guillemets normale, qu'il va perdre les élections trop sûr de lui. Et la perte de la mairie, c'est comme si soudain, les gens qui l'entouraient, les gens à qui il serrait la main, le coiffeur chez qui il allait, le boucher, comme si soudain, tous les gens qui l'entouraient, son quotidien, lui tournaient le dos. Et ça, pour lui, ça a été littéralement insupportable.
Donc pendant les mois, les semaines qui suivent cette défaite, il va s'enfoncer un petit peu plus dans la dépression. Et vous découvrez aussi que une semaine avant les faits, il s'est rendu chez un de ses amis, Pierre Cuny. Qui est-il? Et vous l'avez rencontré, ce Pierre Cuny. Qu'est-ce qu'il a raconté sur cette rencontre avec Jean-Marie Demange? En début d'après-midi, il va sonner donc au domicile de son ami Pierre Cuny. Il arrive chez lui et puis Jean-Marie Demange l'attendait dans l'entrée. Il avait toujours son trench sur lui. Pierre Cuny lui retire son imperméable et en prenant l'imperméable et en l'accrochant au porte-manteau, il remarque que son vêtement est très lourd. Et en plaisantant, il lui dit « dis donc, tu as des lingots d'or dans ton imperméable ». Et avec le recul, Pierre Cuny m'a raconté que pour lui, il était clair que ce jour-là, il avait déjà dans sa poche l'arme avec laquelle il allait se donner la mort et assassiner Karine Albert. Alors, comment en est-il arrivé à déduire cela? Tout simplement parce que ce jour-là, avant d'aller lui rendre visite, Jean-Marie Demange était allé frapper à la porte d'une autre personne qui habite dans la même rue que Pierre Cuny. Et cette autre personne, c'est le nouveau compagnon de Karine Albert, un homme d'affaires auquel Jean-Marie Demange a eu le malheur de présenter Karine Albert parce qu'il souhaitait qu'elle puisse assister aux inaugurations, aux événements organisés par la mairie. Il lui fallait un homme de paille, entre guillemets, enfin un homme qui puisse promener Karine Albert et lui permettre de la voir quand même à ces moments. Mais il n'avait pas prévu que Karine allait tomber amoureuse de cet homme. Et donc il se rend chez cet homme, le compagnon de Karine Albert. C'est peu de temps avant sa visite à Pierre Cuny. Pourquoi il y va, selon vous? Probablement pour lui régler son compte. L'idée de Jean-Marie Demange, depuis le départ, c'est de se donner la mort et d'emporter avec lui son rival. C'est l'aboutissement un peu de votre livre, cette idée que finalement tout ne se serait pas passé comme on peut le croire. Selon vous, il est arrivé quoi dans cet appartement juste avant que Karine Albert soit achevée sur le balcon? Est-ce qu'on est vraiment devant un féminicide? Un féminicide, c'est la volonté de détruire une femme parce que c'est une femme, la volonté de la tuer, souvent accompagnée de gestes violents. C'est aussi l'idée, chez certains hommes, c'est l'idée de détruire son corps, de la blesser, de la faire souffrir. Un féminicide, c'est très violent. Là, on est devant un crime qui est commis avec une arme à feu et il y a 2 tirs. Le premier tir, puisque ça n'a pas été documenté tout de suite dans les médias et ça a même très peu été communiqué dans la presse, il y a eu un premier tir. C'est-à-dire que lorsque Karine Albert est ramenée à l'intérieur de l'appartement par Jean-Marie Demange, il y a probablement une bagarre. Et il y a un tir à bout touchant, c'est-à-dire que sans doute a-t-elle essayé de s'emparer de son arme et le canon s'est retrouvé contre le flanc de Karine Albert et la balle est partie. Donc c'est une position typique, un tir typique d'un affrontement, d'une bagarre. Si Jean-Marie Demange avait voulu tuer Karine Albert, il l'aurait fait dès qu'il serait entré dans l'appartement. Et puis ensuite, il se serait tiré une balle dans la tête. Là, c'est pas le cas. Ils vont rester 45 minutes ensemble. Ils vont même boire un verre. Et surtout, et c'est ça qui m'a tout de suite interpellée, Karine Albert va envoyer plusieurs SMS à son compagnon et notamment lui laisser 2 messages vocaux sur sa messagerie. Ça veut dire que devant Jean-Marie Demange, elle appelle son nouveau compagnon. Donc évidemment, Jean-Marie Demange a demandé à Karine Albert d'appeler son compagnon parce qu'il souhaitait qu'il vienne, il souhaitait qu'il soit là. Et ensuite, son plan, donc toujours selon votre version, aurait été de l'achever, lui, le nouveau compagnon. Évidemment, personne n'était là, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais mon analyse est qu'il n'était pas là pour tuer Karine Albert. Il était là pour tuer son rival, celui qui lui avait volé tout ce qui comptait pour lui dans sa vie. Il n'y a pas de volonté de tuer, jamais ça ne s'exprime chez lui. Il y a la volonté de ne pas être quitté par Karine Albert, mais il n'y a pas de menace de mort. On est quand même dans la tête d'un homme qui recherche sa propre mort avant tout. Et ce fantasme de tenir en joue ses ennemis n'est qu'un moteur inconscient qui va le pousser à se rapprocher du moyen de mettre fin à ses jours. Oui, pour vous, la rivalité entre hommes est au cœur de l'affaire, en fait. C'est une histoire d'hommes.
C'est une histoire de masculinité toxique. C'est pour être un homme, il faut que tu tues ton rival qui t'a pris ta femme. Enfin, on est vraiment dans un schéma très archaïque. C'est triste. Et pour vous, c'est cette croyance, cette espèce de réflexe patriarcal qui a conduit Jean-Marie Demange à commettre son crime? Un féminicide, de toute façon, c'est un crime multifactoriel. Dans le livre, j'ai identifié plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'éducation, le déficit affectif, les traumas de l'enfance. Le second, c'est le poids des croyances religieuses et l'obligation de se conformer à des normes et des dogmes religieux qui sont souvent peu favorables aux femmes. Le troisième, ça va être le poids de la masculinité toxique, donc cette injonction de modèles de domination, de violence. Le quatrième point qui est très important, c'est l'équilibre mental, et on sait qu'il n'est pas là. Le dernier, c'est l'entourage social et familial défaillant, souvent associé à la perte aussi d'un emploi. Donc une mésestime de soi, la dégringolade personnelle, et soudain, si une compagne décide de partir au moment où on est au pire, c'est très très mal vécu. Oui, c'est l'histoire de cette perte de statut aux yeux de la société, en fait. C'est ça. Et tout s'incarne en quelques secondes dans la figure de la compagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des circonstances qui, en fait, ont une infime chance de se superposer. Mais au final, quand elles se superposent dans une fraction de seconde, ça aboutit à un crime. Oui, tout à fait. On en est quand même à plus de 100 féminicides par an en France. Donc ça veut dire que ça aboutit quand même beaucoup. On a sous les yeux ce que j'appelle des feux clignotants. Donc quand on voit un homme qui tient des propos concernant la mort, l'envie de se suicider, l'idée qu'ils ne peuvent pas vivre sans elle, qui viennent de perdre leur travail ou qui sont dans une situation professionnelle négative, qui le déprécie, si c'est une personne qui a tendance à boire ou qui prend trop de médicaments ou qui a un problème de santé mentale de type dépression, parce que c'est une maladie, la dépression, là, il y a vraiment 90% de chances qu'un drame se passe. Donc si vous voyez tous ces feux qui clignotent chez cette personne, il faut absolument agir. Donc soit lui venir en aide vous, soit essayer de mettre en contact avec du personnel médical, des gens qui pourraient l'aider et surtout prévenir la personne avec laquelle cette personne vit. Et vous écrivez sur les affaires criminelles depuis longtemps. Qu'est-ce que cette affaire vous a appris de nouveau sur le sujet ? En quoi elle se démarque ? Je dirais que dans la plupart des faits divers que je vais aborder dans mes romans, qui sont donc des ouvrages de fiction, là, je me suis carrément projetée dans ce livre. C'est-à-dire que c'est à la fois une enquête et aussi un récit très intime. Oui, vous écrivez à la première personne. Oui, parce que je suis allée moi-même frapper aux portes. J'ai rencontré les protagonistes de cette histoire et ce n'est jamais arrivé dans mes romans, puisque ces personnages n'existent pas. Là, j'étais vraiment dans l'histoire. Et je me suis aussi mise en perspective par rapport à mon propre vécu. J'ai pensé par exemple à ma séparation. Lorsque, il y a quelques années, je quitte mon premier mari, les choses ne vont pas être du tout évidentes. Il y a eu beaucoup de chantage de sa part, comme pas mal de femmes peuvent en connaître. Et puis des propos qui vont me marquer. Par exemple, le fait que je suis la seule femme de sa vie, qui ne pourra jamais refaire sa vie, que sa vie est foutue. Une façon de nous dire, de nous montrer à quel point on le détruit par le fait qu'on se sépare. Et cette même personne qui a tenu ces propos a refait sa vie quelques temps plus tard. Il y a eu 2 enfants quand même. Donc c'est terrible de sentir à quel point soudain on nous charge. Alors que si on quitte un homme, c'est qu'on a de bonnes raisons. C'est parce qu'on n'est plus heureux et que probablement lui aussi le sait, mais n'ose pas faire cette démarche, n'ose pas, a tellement peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, se retrouver seul par exemple, ou ne pas retrouver une autre compagne. Mais c'est pas à nous de gérer cette angoisse-là. Nous, on sait que le couple ne va plus bien. Là, je vous parle d'un modèle d'une femme qui quitte un homme, mais c'est la même chose. Si un homme quitte sa femme, elle peut aussi devenir aussi toxique. Elle peut aussi lui tenir des propos aussi exagérés. Une histoire d'amour, c'est d'abord une histoire qui se termine dans l'amour. Et ça, c'est important de continuer à porter de l'affection à celui qu'on quitte ou qui nous quitte. Si on est tout de suite dans l'agressivité, dans la haine,
là, effectivement, il y aura des dégâts. Et un féminicide, c'est pas juste une personne qu'on tue, c'est les enfants qu'on détruit, c'est la famille autour, des deux côtés, du côté de l'assassin et du côté de la victime. Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du crime sur le féminicide de Karine Albert par le député Jean-Marie Demange. Merci à Maïwenn Le Corollaire-Richard pour la préparation et à Étienne Villan pour le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. À très bientôt.